Nous sommes à Amsterdam, aux Pays-Bas, ce 4 octobre 1992. Il est un peu après 18h30 quand André Bos, un habitant du quartier de Bijlmer, remarque un avion en provenance de l'aéroport tout proche. L'appareil est en détresse. Il contacte les autorités. C'est alors sous ses yeux que le vol cargo El Al 1862 s'écrase sur la barre HLM, non loin de là. Ce soir d'octobre, un Boeing 747 de la compagnie aérienne israélienne El Al décolle de l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas. Il s'agit d'un avion cargo reliant New York à Tel Aviv via Amsterdam. C'est sous l'appellation El Al 1862 que ce gros porteur vole ce jour-là. Il est alors à 5 ans de la retraite, étant dans les airs depuis 1979. Il compte 4 moteurs, 2 sur chaque aile, qui sont numérotés 1 à 4 de gauche à droite quand on regarde l'avion du dessus, le nez vers le haut. Son escale lui permet de se recharger en carburant, de récupérer son cargo, mais aussi de changer d'équipage. Le pilote est alors Yitzhak Fuchs, un vétéran de l'armée de l'air israélienne âgé de 59 ans, qui en est à sa 25 millième heure de vol, dont 9500 sur ce genre d'avion. Il est accompagné du mécanicien navigant Gedalia Sofer, 61 ans, comptant 15 000 heures de vol sur le 747. Pour la première étape, c'est le copilote Arnon Ohad qui prend les commandes. Alors âgé de 32 ans, il est le moins expérimenté à bord, mais cumule quand même 4288 heures de vol, dont 612 à bord de ce genre d'avion. Il y a une quatrième personne à bord, Anat Solomon, 23 ans, une employée de la compagnie. Le décollage se passe sans encombre dans les premières minutes. La montée se fait correctement. Mais à 18h27, un grand choc secoue l'avion et le fait se pencher vers la droite en un seul mouvement. Le pilote, Fuchs, prend alors les commandes et le copilote contacte la tour de contrôle de l'aéroport de Schiphol afin de lancer un Mayday. Hello, 1862, Mayday, Mayday, we have an emergency. Hello, 1862, do you wish to return to Schiphol? Mayday, Mayday, Mayday. Fuchs parvient à stabiliser le El Al 1862, mais un atterrissage est nécessaire afin de procéder aux réparations. On leur prépare alors la piste 27. Les 3 membres d'équipage cherchent alors les causes de l'accident. On ne sait pas aujourd'hui la conversation qu'ont eue les 3 hommes dans le cockpit car l'enregistreur phonique n'a jamais été retrouvé. Mais l'enregistreur des paramètres de vol, lui, oui, même si les 2 dernières minutes sont inexploitables. Les informations suivantes sont donc un mélange des données extrapolées des boîtes noires retrouvées, des échanges entre la tour de contrôle et l'équipage, mais aussi de spéculations. Après avoir repris le contrôle de l'avion et stabilisé ce dernier, le mécanicien navigant cherche la cause. Les instruments indiquent que les moteurs 3 et 4 ne fonctionnent plus et qu'il y a un incendie dans le moteur 3. Ceci est inquiétant car atterrir avec 2 moteurs éteints, même s'ils sont sur la même aile, est encore possible. Mais si cette dernière est endommagée par un incendie, cela devient alors une autre histoire. La manœuvre protocolaire est donc utilisée pour éteindre l'incendie sur le moteur 3, mais rien n'y fait. Les instruments indiquent toujours une avarie. Le positionnement des fenêtres du cockpit ne permet pas d'observer les ailes. Les 3 hommes ne peuvent donc pas avoir de visuel sur ce qui se passe et doivent se reposer sur ce que les instruments leur disent. Ils en informent la tour de contrôle. Tout le monde, dans les airs ou sur terre, ignore alors à ce moment-là que si les instruments de bord ne détectent pas de mouvement dans les moteurs 3 et 4, c'est tout simplement parce que les moteurs ne sont plus là. En effet, ces derniers sont normalement reliés à l'avion par un pylône, lui-même relié à l'aile par 4 ferrures d'attache. Chaque attache est munie d'un axe fusible, un goujon creux de 14 cm. L'enquête révélera que l'un d'eux était fragilisé au niveau du moteur 3. Cette fragilité était due à la fatigue naturelle du métal. Mais une inspection approfondie aurait pu révéler cette fatigue. L'axe fusible cède sous la pression, ce qui entraîne la cassure des 3 autres. Le moteur 3 se détache, glisse sous l'aile et entraîne le moteur 4 dans sa chute. Ce qui résulte
dans le violent choc ressenti par les personnes à bord. Vers 18h33, l'avion termine sa boucle et est enfin aligné. Le contrôle aérien a autorisé l'avion à atterrir. Le pilote entame alors le ralentissement. Pour ce faire, il se doit de déployer les volets qui sont des languettes géantes sur les ailes de l'avion permettant à celui-ci de freiner. Mais celles de l'aile droite ne répondent pas. Le pilote l'ignore, mais l'aile droite est endommagée. Non seulement elle n'a plus de moteur, mais ses volets sont inutilisables et ses commandes hydrauliques difficiles à activer. Le copilote informe alors la tour de contrôle que les volets aussi sont hors d'usage. Les contrôleurs comprennent que la situation est plus grave que prévu. 1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out. Number 3 and 4 are out and we have problems with our flaps. Problem with the flaps. Roger. And flap problems. And flap problems? Yes. À cause du ralentissement, l'avion perd de la portance au niveau de l'aile droite et le roulis reprend. Le commandant de bord tente de reprendre le contrôle, comme il avait réussi à le faire précédemment, mais les commandes ne répondent plus. Il en informe la tour de contrôle. Malgré les efforts de l'équipage, le roulis dépasse la barre des 90 degrés et l'avion décroche. Going down, 1862, going down. Is gebeurd. 1862, you're heading. Heeft geen zin, hij is gekregen, Henk. Heb je hem gezien? Eén grote rookwolk boven de stad. C'est à 18h35 et 42 secondes que le vol El Al 1862 percute le 6e étage d'un bâtiment résidentiel. L'avion coule ensuite dans le bâtiment, sa queue détruisant tout sur son passage. 31 appartements sur les 11 étages que compte le bâtiment seront détruits à l'impact. Puisque l'incident est survenu peu de temps après le décollage, les réservoirs sont pleins. La cargaison que transporte l'avion n'aide pas non plus. Certains éléments ne sont à ce jour toujours pas identifiés, mais il y avait des produits toxiques à destination d'usage militaire qui n'étaient pas indiqués sur le manifeste de bord. On estime le nombre de morts à 43, 4 à bord et 39 au sol. Mais ce bilan officiel est encore sujet de controverse, car une importante communauté de sans-papiers vivait dans ces logements et seulement ceux dont l'identité pouvait être clairement établie ont été déclarés morts. Certaines associations de victimes estiment le nombre réel de morts à plus de 200. La compagnie El Al sera condamnée pour ne pas avoir correctement inspecté son avion. Le constructeur américain Boeing sera aussi pointé du doigt pour les défauts de conception du Boeing 747 qui n'est pas à son premier accident. Le bâtiment affecté ne sera pas reconstruit et un monument aux morts est érigé à sa place. Cet accident est encore aujourd'hui le plus meurtrier qu'ait connu le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affichent. Il y a même une playlist. Vous pouvez aussi vous abonner, liker la vidéo ou laisser un commentaire. Toutes ces actions m'encouragent à continuer dans ma lancée. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau documentaire.